en arriver au thème de ce soir. On commencera avec un des aphorismes très connus de Warren Buffett qui date de 2007 et qui résume assez bien l'état d'esprit des commentateurs économiques depuis le début de cette année. Donc je cite, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. C'est un peu le sentiment qui prédomine en ce début d'année 2016, qui a consacré la dégradation assez brutale des marchés financiers entamée depuis le printemps de 2015. Très forte volatilité sur les marchés financiers, solvabilité des banques en question, risque systémique autour du pétrole et ralentissement des émergents. Sommes-nous en train d'approcher un épisode comparable à 2007, ce qui confirmerait que les cycles financiers durent 7 ans, ou sommes-nous plutôt dans quelque chose de structurel? Serait-on entré dans un état de stagnation séculaire engagé depuis 2008 avec un état persistant d'incapacité de l'économie à réaliser plein emploi, inflation stable et stabilité financière? Bon, grosso modo, il y a assez d'axes à développer ce soir pour remplir un colloque d'un week-end. Donc on va laisser à nos invités le soin de développer leur analyse personnelle, ce qui amènera à vos questions. Et pour commencer avec la présentation de nos invités, Nathalie Janson, vous êtes professeure à Neoma et également dans cette maison. Vos travaux se sont plutôt portés sur la théorie de la banque libre ou encore de la régulation bancaire. Vous enseignez dans des domaines tels que la finance internationale, la régulation bancaire ou encore la théorie monétaire. Vous avez obtenu un doctorat en économie bancaire avec une thèse consacrée aux justifications de Bâle I sous la supervision de Christian de Boissieu. Vous écriviez récemment pour l'Institut économique Molinari à propos des événements de janvier sur le Fonds monétaire. Sans surprise, Mario Draghi a rassuré en janvier les marchés financiers en garantissant son soutien sans limite. Cependant, il est à craindre que ce soit une fausse bonne nouvelle. Vous soutenez que le quantitative easing est un pouce au crime, vous critiquez sévèrement cette politique dans la ligne de la théorie autrichienne du cycle économique développée par Hayek et Von Mises. Jean-Marc Daniel, vous êtes professeur associé à l'ESCP, chroniqueur sur BFM Business et directeur de rédaction de la revue Sociétale. Vous publiez en 2016 Valls, Macron, le socialisme de l'excellence à la française, mais malheureusement, c'est pas forcément de cet ouvrage dont on va parler ce soir, mais plutôt de ce que vous avez rédigé dans la veine de Ricardo revient, ils sont restés keynésiens, publié en 2012, où vous avancez qu'une politique économique d'après-crise doit faire la synthèse entre liberté économique et concurrence, cher à Ricardo d'une part, et le rôle déterminant de l'investissement du cycle, cher à Keynes d'autre part. Vous avez également souligné le rôle de la politique monétaire de la Fed dans la crise actuelle. Vous avancez par exemple qu'on a transformé les banques centrales en bad banks en les faisant acheter des créances douteuses, et vous compariez récemment la situation entre les États-Unis et l'Europe à celle de 1937, en comparant le spectre que Janet Yellen voit actuellement à un scénario similaire à celui de la publication des raisins de la colère par Steinbeck. Et enfin, Patrick Artus, qui commencera notre série de 3 interventions. Vous êtes chef économiste chez Natixis et professeur à Paris 1. Vous êtes également membre des conseils d'administration de Total et d'Ipsos. Vous publiez en janvier 2016 La folie des banques centrales, pourquoi la prochaine crise sera pire, coécrit avec Marie-Paul Vira. Vous écriviez en janvier dans Libération, c'est la première fois dans l'histoire de l'économie moderne que tous les marchés financiers du monde sont à ce point et en même temps gavés de liquidités. Vous décrivez dans votre ouvrage les dangers que font courir à l'économie l'univers féerique des taux zéro et de l'hyperliquidité, qualifiant les banquiers centraux de pouce au crime. Vous écriviez en février pour la recherche de Natixis que le problème de faible croissance mondiale est structurel et non cyclique. Vous décrivez également avec virulence les effets pervers des politiques monétaires et vous avancez une solution qui fait débat, mettre fin à l'indépendance des banques centrales. Vous allez même jusqu'à utiliser la métaphore de Game of Thrones pour nous mettre en garde. Winter is coming. Faut qu'on prenne ça. Oui. Bonsoir à tous. Oui. Je peux prouver que j'ai écrit ce livre parce qu'il est là, sympa, pas cher, etc. Il devait s'appeler d'ailleurs Les banquiers centraux sont des criminels, mais Fayard n'a pas voulu, il a pensé qu'on irait tous en prison, donc il s'appelle La folie des banques centrales. Pas tellement mieux d'ailleurs. Bien, ce que je voudrais faire, on prend une dizaine de minutes, on a dit chacun, donc puis ensuite ce qui est intéressant c'est de débattre avec vous. Je voudrais, alors je ne vais pas traiter complètement du sujet, les crises financières, d'où viennent-elles, etc., parce que je voudrais prendre un axe d'approche qui est celui que vous avez mentionné, c'est-à-dire de dire que, dans mon jugement, dans mon point de vue, les banques centrales ont une responsabilité majeure dans la répétition des crises financières. Et qu'il faudrait sans doute, j'y viendrai dans une seconde, d'une part avoir une vue extrêmement différente des politiques monétaires, d'autre part avoir des objectifs différents pour les banques centrales, avoir une organisation institutionnelle différente entre les banques centrales et les autres administrations qui choisissent les politiques économiques. Donc on a
on a un problème majeur autour des banques centrales. Donc, je vais prendre cet axe-là. Il y a bien d'autres causes aux crises financières, les problèmes de mimétisme sur les marchés, les façons dont on rémunère les gérants de portefeuille, enfin, vous connaissez peut-être cette littérature, donc il y a plein d'autres facteurs, bien sûr, qui expliquent les crises financières ou l'explosion des bulles, mais je vais bien sûr me concentrer sur ce qui est de la responsabilité des banques centrales. Alors, je vais faire 5 points, donc en 2 minutes chacun. Le premier point, c'est que nous pensions que nous avions une théorie relativement solide des politiques monétaires qu'on peut appeler non conventionnelles. Les politiques monétaires conventionnelles, comme vous savez, c'est des politiques traditionnelles où on va monter les taux d'intérêt quand ça va bien et baisser les taux d'intérêt quand ça va mal. Hein. Mais les politiques non conventionnelles sont donc des politiques où on utilise d'autres instruments de la politique monétaire, en particulier la création de monnaie. Hein, la plus connue, c'est le quantitative easing. Hein, la Banque centrale, vous savez ça, je pense, hein, achète des actifs financiers, en général des obligations des États, et paye en créant de la monnaie. Et donc, on avait l'impression qu'on avait une théorie qui est extrêmement ancienne, hein, c'est pas Goethe, hein, c'est pas récent, hein, de ces politiques monétaires non conventionnelles, qui est la théorie du prêteur en dernier ressort. Elle consiste à dire, quand il y a une crise de liquidité, alors il faut que les banques centrales financent directement les agents économiques qui ont ce problème de liquidité, en particulier quand il s'agit des banques, mais on peut l'étendre aux États. Hein. Et donc, quand les banques ne peuvent plus se financer normalement sur les marchés financiers, pour éviter que les banques fassent faillite, hein, à cause de cette crise de liquidité, il faut que les banques centrales prêtent directement aux banques, en créant de la monnaie, hein, qu'elles vont prêter aux banques, éventuellement d'ailleurs dans la théorie initiale, un taux d'intérêt pénalisant, hein, et pas un taux d'intérêt très bas. Cette théorie a été en fait appliquée au début de la crise, hein, puisqu'en 2008-2009, on a une crise bancaire dans tous les pays, hein, à partir de la crise des subprimes et de la crise de Lehman Brothers, une crise de liquidité des banques, et les banques centrales prennent ce rôle de prêteur en dernier ressort dans tous les pays de l'OCDE, plus ou moins rapidement, hein, mais elles le font, et ceci n'est absolument pas critiquable. Hein. De même, en 2011, à la fin de l'année 2011, quand la crise de liquidité des pays périphériques de la zone euro commence, hein, qu'on voit l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Grèce n'être plus capables de se financer. On ne s'en rappelle pas, mais les taux à 10 ans au Portugal en décembre 2011 étaient à 15% et ceux en Grèce à 40%. Hein. Et la BCE finance directement ces États où des fonds européens, utilisant de l'argent public européen, financent directement ces États, parce que le prêteur en dernier ressort peut aussi être une institution supranationale. Donc ceci ne pose, de mon point de vue, aucun problème. Donc ce qu'on a voulu écrire dans ce livre n'est pas une critique des politiques de création monétaire quand on est en crise de liquidité. Deuxième point, il nous semble que, et vous l'avez mentionné à l'instant, aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est quelque chose qui est extrêmement différent de cette pratique du prêteur en dernier ressort. C'est l'usage des politiques monétaires non conventionnelles pour essayer de changer dans la longue durée les équilibres macroéconomiques. Donc, essaie de redresser la croissance, essaie de redresser l'inflation, selon les pays. Hein, probablement aux États-Unis, au Royaume-Uni, il s'agit surtout de redresser la croissance. Dans la zone euro et au Japon, hein, il y a un poids très important qui est mis sur l'objectif de ramener l'inflation vers une inflation plus élevée, hein, voisine de 2%. Et je pense que de ce nouvel usage des politiques monétaires non conventionnelles viennent tous les problèmes que je vais évoquer après, puisque vous le disiez dans votre introduction, et c'était le livre que j'avais écrit avant avec Marie-Paul Viard qui s'appelait Croissance zéro. Les raisons qui font qu'on a une faible croissance à peu près partout sur la planète sont des raisons qui n'ont strictement aucun rapport avec la politique monétaire. C'est le déclin des gains de productivité, qui est dû à plein de causes, hein, la mauvaise allocation de l'épargne, la contraction de l'industrie, les problèmes d'utilisation des nouvelles technologies, c'est des problèmes de partage des revenus, hein, aux États-Unis, au Japon, c'est des problèmes d'institutions en Europe, hein, qui font qu'on perd de la croissance parce que l'organisation institutionnelle n'est pas bonne. Si votre problème, c'est qu'il y a 1,5% de croissance de la productivité du travail en Europe, et donc que la croissance de long terme, que les économistes appellent la croissance potentielle, c'est à peu près 3/4% au mieux, vous pouvez, et si la cause de cette faiblesse de la croissance potentielle, c'est l'insuffisance de l'investissement en nouvelles technologies, l'insuffisance de la modernisation du capital, l'inadéquation des formations avec les emplois qui se présentent,
pouvez créer toute la monnaie que vous voulez, vous ne changerez en rien la croissance de ces pays. Donc on a une erreur, il me semble, d'utilisation des politiques non conventionnelles, qui est le basculement vers des politiques qui essaient d'obtenir un résultat structurel sur la croissance, et je parlerai plus loin de l'inflation, qui est un cas très important, alors que le problème n'est plus un problème monétaire. Et donc il n'est pas étonnant de voir que ces politiques sont extrêmement inefficaces, puisque, à nouveau, politique monétaire non conventionnelle, ça a du sens quand il y a un déficit de liquidité. Du moment que vous avez un excès de liquidité, rajouter encore de la liquidité ne va pas changer la situation économique. Donc il est parfaitement légitime de comprendre pourquoi ces politiques sont devenues inefficaces. Alors mon troisième point est justement de revenir sur l'inefficacité des politiques monétaires. Alors vous savez peut-être, en théorie monétaire d'ailleurs, il y a deux modèles qui donnent des résultats très contradictoires. Il y a le modèle dit habituel, où quand une politique économique, quand la politique monétaire est inefficace, on décide de ne pas s'en servir. C'est un résultat habituel de la théorie du contrôle. Si un instrument est inefficace, normalement on ne s'en sert pas. Et puis une autre théorie, qui est une théorie plus de jeu, qui dit si c'est inefficace, il faut s'en servir énormément pour espérer que ça aura une petite efficacité. Et donc on voit bien qu'on est aujourd'hui dans la version 2. Les banques centrales, la Banque centrale européenne, qui sont les plus criminelles, utilisent de plus en plus cette politique au fur et à mesure qu'ils se rendent compte qu'elle est inefficace. Alors pourquoi la politique monétaire est-elle inefficace ? Il y a beaucoup de raisons en fait, et je voudrais en prendre les 3 ou 4 les plus importantes. La première, et c'est très très clair aux États-Unis, mais c'est très clair dans beaucoup d'autres pays, l'inflation il n'y a plus d'inflation cyclique. Ce qui vient du fait que les salaires n'augmentent pas plus vite quand l'économie va bien que quand l'économie va mal. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Royaume-Uni, c'est vrai en France, je pense, en Italie, en Espagne, au Japon depuis longtemps. Or, une des bases centrales de la politique monétaire, c'est la courbe de Phillips. C'est le fait que quand on se rapproche du plein emploi, l'inflation revient, parce que les salaires augmentent plus vite, et qu'il faut empêcher le retour de l'inflation, donc il faut freiner la croissance à partir du moment où elle devient inflationniste. Si même au plein emploi, il n'y a plus d'inflation, alors on voit qu'on a quelque chose d'extrêmement bizarre, d'avoir des politiques monétaires qui essaient de contrôler l'inflation si l'inflation devient une grandeur à peu près constante au travers du cycle, et qui ne dépend plus du cycle économique. Donc la première inefficacité fondamentale de la politique monétaire, elle vient de ce que son objectif profond, qui est de stabiliser l'inflation en fin de période d'expansion, disparaît si, en fin de période d'expansion, il n'y a plus d'inflation. J'y reviendrai à la fin, dans 3 minutes, ça pose un problème majeur sur le mandat des banques centrales. Ensuite, pourquoi la politique monétaire est-elle inefficace ? Il faut rappeler que, a priori, on se demande pourquoi on part pas du principe que la politique monétaire n'a pas d'effet sur l'économie. Quand vous baissez les taux d'intérêt, vous avez des gagnants qui sont les emprunteurs, mais vous avez des perdants qui sont les prêteurs. C'est un jeu complètement à somme nulle. C'est-à-dire ce que gagnent les emprunteurs, les prêteurs le perdent. Donc normalement, les emprunteurs vont dépenser plus et les prêteurs vont dépenser moins pour exactement la même quantité. Donc il faut qu'il y ait des imperfections très importantes pour que la politique monétaire ait un effet. Une imperfection habituellement supposée, c'est que les emprunteurs ont des contraintes de liquidité beaucoup plus fortes que les prêteurs. Et donc, si vous transférez du revenu des prêteurs aux emprunteurs, vous allez davantage permettre aux emprunteurs d'investir, par exemple, que vous allez réduire la consommation des prêteurs. Mais ce n'est pas sûr du tout. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les taux d'intérêt négatifs, par exemple, réduisent la consommation parce que les gens qui ont des contrats d'assurance vie ne reçoivent plus d'intérêt sur leur contrat d'assurance vie. Donc on doit partir du principe qu'a priori, et indépendamment d'imperfections bizarres, la baisse des taux d'intérêt n'a pas d'effet sur l'économie. Et de même, le quantitative easing n'a pas non plus de raison d'avoir d'effet sur l'économie. Qu'est-ce que c'est le quantitative easing? C'est une situation où la Banque centrale vous achète vos obligations et vous paye en vous donnant de la monnaie. Donc dans votre portefeuille, dans votre richesse, au lieu d'avoir des obligations, vous avez de la monnaie, et votre richesse est toujours la même. Simplement, il y a plus de monnaie et moins d'obligations. Donc pour croire au quantitative easing, il faut croire que parce que vous avez plus de monnaie et moins d'obligations, vous allez consommer davantage. C'est extrêmement bizarre, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit le cas. Donc le quantitative easing aussi, a priori, n'a pas d'effet sur l'économie. Il faut réfléchir à ça, je crois.
Il y a une situation qui est une situation où, a priori, la politique monétaire, de toute façon, est extrêmement peu efficace, parce que son efficacité dépend d'imperfections, d'asymétries, qui ne sont pas évidentes et qui sont probablement du second ordre. Alors, troisième raison, et ça, je m'approche de mon quatrième point, qui est la critique et les crises financières. Un des objectifs centraux des politiques monétaires très expansionnistes, que ce soit les taux d'intérêt négatifs, que ce soit le quantitative easing, c'est de pousser les banques et les investisseurs à détenir davantage d'actifs risqués. Donc la mécanique est assez simple. Si les taux d'intérêt sont négatifs sur les dépôts des banques à la Banque centrale, ce qui est le cas en Europe, au Japon, en Danemark, en Suisse, en Suède, etc., comme les banques reçoivent un taux d'intérêt négatif sur leurs dépôts, elles sont incitées normalement à prêter davantage. Et si la Banque centrale achète les obligations des États, les investisseurs sont payés en monnaie, et comme les obligations des États sont passées sur le bilan de la Banque centrale, les investisseurs doivent normalement acheter d'autres actifs, c'est-à-dire des actions, des obligations des entreprises, donc des actifs plus risqués. Et l'idée qui était souvent défendue par la BCE, c'est que ceci c'est bon, parce que ça va faciliter le financement des entreprises. En gros, vous prenez un assureur européen, vous lui achetez toutes ces obligations des États, et il reçoit de la monnaie, il va réinvestir cette monnaie, et son seul choix c'est d'acheter des actions, et comme il va acheter des actions, ça facilite le financement en actions des entreprises. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout marché, sauf très transitoirement, parce que qu'est-ce qui s'est passé? La création monétaire a créé une énorme volatilité sur les marchés financiers, puisque qu'est-ce qui se passe? Vous remplacez des actifs financiers par de la monnaie. Cette monnaie, elle peut être investie dans d'abord les actifs des émergents, et puis s'il y a une mauvaise nouvelle sur les émergents, retirée. Et plus le temps avance, plus la masse de liquidité qui était fournie par les banques centrales est grande, et donc plus la taille des flux de capitaux est de grande taille. Et donc après, vous avez des capitaux encore plus grands qui vont acheter des actions, et puis mauvaise nouvelle, sortir des actions. Donc vous créez une énorme volatilité des actifs financiers, et parce que vous avez des capitaux de plus en plus grande taille. Et c'est un truc très impressionnant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Ellen Ray, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait des travaux sur le cycle financier mondial, qui montre qu'effectivement, cette politique monétaire expansionniste continuellement accroît l'ampleur des flux de capitaux, soit internationaux, soit qui investissent ou sortent des différentes classes d'actifs. Et donc vous créez une énorme volatilité des prix des actifs, qui est aussi bien une volatilité de court terme, le marché action peut baisser de 4% le lundi, monter de 4% le mardi, qu'une volatilité longue, où le marché monte de 30% pendant 2 mois, puis baisse de 30%, puis remonte, parce que vous donnez de la liquidité et donc vous créez de la volatilité. Et comme vous créez de la volatilité, vous avez en réalité découragé les investisseurs de détenir des actifs risqués. Donc au lieu de pousser les investisseurs vers le financement de l'économie au travers de l'achat d'actifs risqués, vous l'avez découragé et les investisseurs reviennent sur les actifs sans risque. Et c'est ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est terrible pour les banques centrales, puisqu'il y a un échec complet d'utiliser ces politiques pour favoriser le financement de l'économie. Les taux d'intérêt négatifs, c'est un autre folklore, puisque dans les pays où les taux d'intérêt sont négatifs, on voit que les individus détiennent toute leur épargne en billets de banque. Le billet de banque a une vertu qui est qu'il rapporte zéro. Et donc, tant qu'il y a des billets de banque, les taux d'intérêt négatifs aussi détournent l'épargne vers un actif complètement improductif, qui est le billet de banque. Voilà, donc tout ça fait, à mon avis, que quand vous empilez toutes ces raisons qui sont de nature assez différente, qu'on comprend très bien pourquoi les politiques monétaires sont extrêmement inefficaces. À la fois structurellement, ils sont inefficaces, et en plus, si vous essayez, avec ces politiques monétaires, de changer la croissance fondamentale des économies qui est due à des facteurs de l'économie réelle, évidemment, ceci ne va pas marcher. Alors, quatrième point, j'arrive dans l'accent, ne vous inquiétez pas, pourquoi les politiques monétaires sont en même temps extrêmement dangereuses? Là, on a les germes avant. Fondamentalement, je pense que le quantitative easing, qu'il marche ou qu'il ne marche pas, c'est la suite d'une succession de politiques monétaires qui ont utilisé les bulles spéculatives sur les prix des actifs comme instrument de la politique monétaire. Donc dans la seconde moitié des années 90, les politiques monétaires étaient déjà assez expansionnistes, les taux d'intérêt étaient plus faibles que les taux de croissance, et on avait eu la bulle sur les actions, en particulier sur les actions d'Internet, qui éclate en 2000. Puis de 2002 à 2008, la politique monétaire est à nouveau très expansionniste. On a la bulle immobilière qui éclate en 2007-2008, et c'est la crise des subprimes. Et aujourd'hui, que font les banques centrales? Je reviens au mécanisme d'une seconde. Elles créent de la monnaie en achetant les actifs sans risque, ça crée de la volatilité. Donc les autres investisseurs achètent aussi les actifs sans risque.
par exemple les belles obligations de l'État allemand, enfin, les genres de choses. Et donc vous créez une bulle obligataire, hein, c'est-à-dire une situation où les taux d'intérêt à long terme sur les actifs, sur les obligations sans dette sont beaucoup trop bas, et où les prix des obligations sont beaucoup trop élevés. Alors, dans la conscience collective, les bulles obligataires, c'est pas grave. Hein. En général, si vous faites un sondage, les gens disent oui, une bulle immobilière, ça c'est très très grave, mais une bulle obligataire, c'est pas grave, parce que ça veut dire simplement que les taux d'intérêt sont très bas. Quoi. Et une bulle obligataire, c'est une bulle, c'est-à-dire que les obligations valent trop cher, et ça a exactement les mêmes dangers qu'une bulle immobilière, c'est que le jour où la bulle explose, va vous tuer. Alors, dans le cas des obligations, à la fois les emprunteurs qui devront se financer beaucoup plus cher et les prêteurs qui feront des pertes considérables sur les portefeuilles d'obligataires achetés quand les taux d'intérêt étaient bas. Et comme il y a de plus en plus de liquidités, la taille de la bulle obligataire est beaucoup plus grosse que la taille de la bulle immobilière qu'on avait il y a 10 ans. Alors par ailleurs, comme vous savez, et si on fait semblant qu'il n'y a pas de prime de risque, quand les taux d'intérêt tendent vers zéro, les prix des obligations tendent vers plus infini. C'est une propriété assez sympa, qui fait que si vous créez une montagne de liquidités, le seul actif qui peut stocker cette liquidité sont les obligations. Si les prix des appartements tendent vers plus infini, on va s'en rendre compte. Par contre, quand les taux d'intérêt tendent insidieusement vers zéro, les prix des obligations tendent vers plus infini, et vous voyez, vous avez une bulle infinie sur les obligations, et l'explosion de la bulle serait absolument épouvantable. Alors, au Japon, ça tuerait toutes les banques qui détiennent des dettes publiques. En Europe, ça tuerait tous les assureurs, et donc c'est un risque systémique tout à fait considérable. Alors, deuxième danger, ne vous inquiétez pas, je continue à avancer, je vais sauter quelques points, moins importants. Une fois qu'on a fabriqué la bulle obligataire, on ne peut plus sortir. Et ça, c'est l'autre problème majeur de ce type de politique monétaire, c'est l'irréversibilité. Puisque la grande différence entre une bulle obligataire et une bulle immobilière, c'est qu'une banque centrale ne peut pas empêcher une bulle immobilière d'exploser. Parce qu'une banque centrale, si tout le monde se met à vendre des appartements parce qu'ils sont trop chers, la banque centrale ne va pas acheter des appartements. En tout cas, on ne l'a pas encore vu. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, on ne l'a pas vu. Il y avait une rumeur pendant la crise en 2008 que la Réserve fédérale allait acheter des voitures pour ses salariés pour soutenir l'industrie de l'automobile aux États-Unis. Enfin, ils ne l'ont pas fait. Mais par contre, une banque centrale peut décider d'acheter toutes les obligations qui sont vendues. Donc si les investisseurs normaux décident tout d'un coup que, comme l'immobilier en 2007, les obligations sont trop chères et vendent leurs obligations, la Banque centrale peut décider d'acheter toutes les obligations qui sont vendues, et donc elle empêche que les prix des obligations baissent, et donc elle maintient la bulle obligataire. Donc une banque centrale peut toujours empêcher une bulle obligataire d'exploser. C'est ce qu'on voit au Japon. J'ai une conversation assez amusante avec le gouverneur de la Banque du Japon, Kuroda, qui me dit « Moi, je ne sais pas grand-chose sur la politique économique. La seule chose que je sais, c'est que si les taux d'intérêt remontent au-dessus de 30 points de base, toutes les banques du Japon meurent. Donc évidemment, les taux d'intérêt ne remonteront pas au-dessus de 30 points de base. Mais pour faire ça, la Banque centrale doit être prête à transférer sur son bilan une quantité considérable d'actifs financiers, qui sont toutes les obligations que les individus éventuellement se mettraient à vendre, ce qui est le cas aujourd'hui au Japon. Donc vous avez un piège terrible, c'est que soit la Banque centrale laisse exploser la bulle obligataire, par exemple parce que l'inflation revient pour une raison quelconque. Il n'y a pas d'inflation salariale aujourd'hui devant nous, on en parlait tout à l'heure, mais vous pouvez avoir de l'inflation accidentelle. C'est supposer que Bernie Sanders gagne des élections présidentielles aux États-Unis, il a annoncé qu'il doublerait le salaire minimum, donc vous auriez de l'inflation très forte aux États-Unis, la Réserve fédérale monterait les taux, elle éclaterait la bulle obligataire, et tous les détenteurs d'obligations aux États-Unis seraient ruinés. Donc ça peut arriver. Mais une banque centrale peut décider de ne pas faire ça, donc de maintenir la bulle obligataire pour éviter cette crise financière, mais à ce moment-là, elle est condamnée à une expansion continuelle de la taille de son bilan. Le bilan de la Banque du Japon, c'est 80% du PIB du Japon. Ensuite, la BCE, c'est 30% du PIB de la zone euro, donc on a encore de quoi faire. Et le danger, là, c'est la fuite devant la monnaie. C'est le fait qu'à un certain moment, quand vous regardez un billet en yens, vous dites « Mon Dieu, il y en a beaucoup trop, donc ça vaut rien, donc je m'en débarrasse et j'achète des dollars ». Et donc, pour éviter la crise qui vient de l'explosion de la bulle obligataire, vous fabriquez une crise de fuite devant la monnaie et une crise de change. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinairement dangereux. Vous voyez, et moi, je travaille aussi comme banquier. Et quand vous parlez à des assureurs européens qui achètent ces obligations aujourd'hui à des taux d'intérêt ridicules, ils ont bien cette problématique. Ce n'est pas une problématique théorique. C'est-à-dire, soit la BCE va maintenir les taux d'intérêt à un niveau proche de zéro,
et on voit que la liquidité va continuer à augmenter, donc il y aura de plus en plus de volatilité sur les marchés, parce que cette liquidité deviendra de plus en plus importante, et donc on aura une complète déstabilisation des marchés financiers par l'excès de liquidité, soit à un certain moment elle décide de normaliser les taux d'intérêt, et on va mourir des moins-values qu'on va faire sur les obligations qu'on a achetées à l'époque où les taux d'intérêt étaient bas. Donc vous voyez, quoi qu'il arrive, sur toutes les branches des possibles, ça finit mal, quoi. Alors, conclusion, parce que de toute façon on parlera de tout ça avec mes deux camarades, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu rester dans la théorie du prêteur en dernier ressort. Ce qui aurait impliqué qu'aux États-Unis, on serait sorti de la politique de quantitative easing en 2012, au moment où l'économie allait bien, les banques étaient sorties d'affaires, il y avait de la croissance, le taux d'intérêt baissait. Ce qui aurait d'ailleurs comme conséquence qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt seraient entre 3 et 4%, et qu'on pourrait les baisser au moment où l'économie américaine ralentit, alors qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 0,50, et que la Réserve fédérale va réussir la performance de monter les taux au moment où l'économie va plus mal, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Du moment qu'on l'a fait, et qu'on ne peut pas revenir sur le passé, vous voyez qu'on est dans un piège terrible, qui est, ce piège dont je parlais avant, qui est soit on continue, et on va créer beaucoup trop de liquidités, soit on arrête et on fait exploser la bulle avec les dangers d'explosion de la bulle. Deuxième point, et je termine assez vite, il faudrait vraiment aujourd'hui lancer une réflexion sur les mandats des banques centrales. L'inflation, qui est le mandat que toutes les banques centrales conservent, est un mandat daté. On a mis en place ces barreaux Gordon, c'est 82-83. On a mis en place ces mandats d'inflation des banques centrales après les chocs pétroliers des années 70, parce qu'on avait des inflations à 2 chiffres partout, qui avaient été accommodées par les banques centrales. Donc à l'époque, c'était assez légitime de dire aux banques centrales, il faut maintenant que vous ayez une politique de stabilisation de l'inflation, ce que vous n'avez pas fait à la fin des années 70. Et aujourd'hui, le problème n'est probablement plus l'inflation. On voit bien aux États-Unis, vous êtes à moins de 5% de chômage et les salaires augmentent de 1,7%, c'est-à-dire moins que quand il y avait 12% de chômage. Et donc il faut réfléchir à d'autres objectifs, à d'autres mandats, qui peuvent être la stabilité financière, c'est-à-dire éviter l'excès d'endettement, éviter les bulles. Il y a des économistes qui proposent par exemple d'avoir un objectif de croissance nominale, ce qui permet de monter les taux d'intérêt quand il y a de la croissance, même quand il n'y a pas d'inflation, mais il faut lancer cette réflexion sur qu'est-ce qu'on voudrait que les banques centrales fassent aujourd'hui dans un environnement où le problème n'est apparemment plus pour une longue période de temps l'inflation. Et puis dernier point, vous parliez de l'indépendance, il faut rappeler que la théorie de l'indépendance des banques centrales, c'est quelque chose qui a une connotation théorique très forte. On peut avoir des banques centrales indépendantes si on croit au monétarisme. C'est-à-dire si on croit à une situation où la politique monétaire, au bout d'un certain temps, n'a plus d'effet que sur l'inflation. Et si la politique monétaire n'a d'effet que sur l'inflation et pas sur l'économie réelle, on peut très bien avoir des banques centrales indépendantes qui s'occupent de l'inflation et puis le reste du gouvernement s'occupe du reste, c'est-à-dire d'économie réelle, des politiques fiscales, salariales, etc. Mais c'est complètement faux. Les politiques budgétaires, elles influencent le financement des budgets, donc les politiques budgétaires, les taux de change, les conditions d'investissement, les primes de risque auxquelles les entreprises se financent, elles influencent toute l'économie réelle. Et si les politiques monétaires influencent l'économie réelle, il n'y a aucune raison qu'elles ne soient pas coordonnées avec les autres politiques économiques. Donc on ne peut pas avoir, c'est une raison théorique, c'est pas une raison, je dirais, idéologique ou quelconque, c'est pour cette raison théorique qu'on ne peut pas avoir des banques centrales indépendantes du moment que la politique monétaire influence autre chose que l'inflation, ce qui est de façon évidente le cas. Voilà, ça fait du bien, je m'arrête là. Donc on va laisser la parole à Jean-Marc Daniel. Merci, je vais être plus bref. Je suis désolé, j'étais beaucoup trop long. Non, mais à partir du moment où beaucoup de choses ont été dites, je vais essayer de rebondir là-dessus, mais je partage l'essentiel de ce que vient de dire Patrick Artus, donc ça va me simplifier la tâche. Au stade où nous en sommes, moi je ferai donc 3 points et non plus 5, et donc comme ça, après il ne restera plus qu'un point pour la dernière intervenante. Et donc, qu'est-ce que je peux dire par rapport à... D'abord, à titre de prolégomène, je crois qu'effectivement, des enjeux de ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a beaucoup demandé à la politique monétaire, on a beaucoup sublimé la politique monétaire, fantasmé la politique monétaire, on a transformé le banquier central en gourou, et je pense que c'est la preuve d'une forme de désarroi ambiant face à la situation économique dans laquelle nous sommes. Encore une fois, à un moment donné, on avait fait de M. Greenspan une sorte de génie, et on en avait fait un génie parce qu'il avait dit un jour, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Et donc quand vous confiez le destin économique de peuple entier à quelqu'un qui vous dit « mon métier c'est d'être incompréhensible », c'est qu'on est dans une phase de désarroi. Or, qu'est-ce qui se passe en ce moment?
c'est que M. Greenspan paraît modéré dans ses choix politiques monétaires par rapport aux choix qui sont effectués en ce moment. C'est-à-dire qu'on a failli le traîner en prison en 2008-2009 en disant c'est lui qui est à l'origine de la crise financière, et ce qu'ont fait ses successeurs est beaucoup plus expansionniste, beaucoup plus délirant que ce qu'il a fait lui-même. Et donc je pense que derrière ça, donc, je pense qu'il y a fondamentalement un élément de désarroi. Alors par rapport à ce désarroi, moi je ferai donc 3 remarques. La première remarque, je crois que derrière ce désarroi, il y a l'incapacité à comprendre ce qui se passe dans les mutations que connaît notre économie, que connaît l'économie mondiale. Et une des traductions de ça, c'est le rapport à l'inflation. Patrick l'a dit, tout le monde s'attend à ce que, quand on est au plein emploi, il y ait de l'inflation. Or, il n'y a plus d'inflation. D'abord parce que la notion de plein emploi est en train de changer. Il l'a dit, vous le savez tous, l'arbitrage de Phillips entre le taux de chômage et le taux d'inflation. Et cet arbitrage de Phillips se repose sur des travaux économétriques au départ qui regardent l'évolution des salaires. Mais est-ce qu'on vit encore dans un monde où on est salarié? Est-ce que ça a un sens d'être salarié? Alors quand je dis ça, encore récemment, je débattais avec Gilbert Sette en particulier, que vous devez connaître, je ne sais même pas s'il n'enseigne pas ici, enfin, et il me dit, mais c'est un fantasme de dire que l'emploi salarié disparaît au profit de l'emploi indépendant. Quand on regarde les statistiques de l'INSEE, la part de l'emploi indépendant est stable. C'est faux, la part de l'emploi indépendant augmente depuis 2008. Bon, on regarde, c'est pas énorme. Mais ça veut dire quoi? C'est que la part de l'emploi indépendant a disparu et s'est détruit progressivement avec l'exode rural. C'est-à-dire l'emploi indépendant a considérablement baissé en France et un peu partout dans les pays développés parce que l'exode rural s'est poursuivi. Et puis maintenant, il est en train de s'amplifier dans un certain nombre d'autres pays. L'emploi indépendant disparaît parce que le petit commerce disparaît. Et il y a un emploi indépendant qui est en train de réapparaître, qui est, le mot a été lâché plus ou moins dans la conversation, au tout début dans la présentation des choses, c'est l'ubérisation. C'est-à-dire que la formation des revenus, la formation de rémunération de l'emploi, le mécanisme de rémunération et d'organisation de la distribution de revenus et de la rémunération du travail ne repose plus sur des rigidités salariales et donc est en permanence au plus près de l'évolution de productivité de l'agent. La conséquence de ça, c'est que effectivement, la partie salariale de création de l'inflation n'existe plus. Et donc, il n'y a plus d'inflation parce que concrètement, on vit dans une société qui est une société de concurrence renforcée. Et quand il y a de la concurrence renforcée, mais ça fait baisser les prix. Alors, je reviendrai sur ce rôle de la concurrence et sur la conséquence que ça a dans l'interprétation que peut avoir la politique monétaire. Donc, premier élément, je pense que l'inflation est un mécanisme qui disparaît parce que l'économie dans laquelle nous vivons est une économie qui n'a plus de capacité à générer de l'inflation. Or, ça c'est le deuxième point, c'est qu'on vit dans une situation qui est incohérente dans l'interprétation qui se faisait de cette inflation et dans la nostalgie qui est véhiculée par le rapport à l'inflation. Nous avons vécu effectivement dans les années 60-70 dans ce que les communistes appelaient le capitalisme monopoliste d'État. Et ce capitalisme monopoliste d'État reposait effectivement sur l'organisation de la société autour de cela dite inflation. Sauf que on avait créé cette instance indépendante, la Banque centrale, en lui disant effectivement, elle existait depuis un certain temps, mais elle va être indépendante, et elle va être indépendante parce que l'inflation c'est bien, mais il ne faut pas aller trop loin. Sauf que ça veut dire quoi de ne pas aller trop loin? Ça veut dire quoi? Quel est le bon seuil d'inflation? Concrètement, il y a une nostalgie de l'inflation chez nos dirigeants qui n'arrêtent pas de dire à la Banque centrale recréer de l'inflation, mais il n'y a pas de nostalgie de l'inflation dans la population. Est-ce que vous connaissez un commerce qui met en avant dans ses propagandes et dans sa campagne de publicité, j'aide M. Draghi à trouver les 2%, j'ai augmenté les prix. Est-ce que vous connaissez, lorsque M. Jean-Bernard Lévy est allé voir Mme Ségolène Royal pour augmenter les prix de l'électricité, il paraît, je n'étais pas dans le bureau, mais il paraît qu'il lui a dit, afin de plaider à la fin des fins son dossier parce qu'elle ne voulait pas augmenter, il a dit, mais le gouvernement n'arrête pas de dire qu'il y a un problème de déflation, vous voulez avoir 2% d'inflation, si on augmente les prix de l'électricité de 20%, ça va vous aider. Elle l'a foutu dehors. Elle l'a foutu dehors et elle a bien fait parce que personne ne réclame une hausse des prix. Lorsqu'on dit, mais écoutez, on va augmenter le prix du lait parce que ça va soutenir les paysans, 80% des Français sont d'accord. Vous allez dans un supermarché, le prix du lait a baissé de 50 centimes par litre. Quel est le consommateur qui va voir le commerçant en disant, vous ne pourriez pas augmenter le prix du lait pour que j'aide les agriculteurs? Personne ne fait ça. Et quand vous allez dans les rayons de supermarché, vous avez des rayons où il y a marqué « Aide aux agriculteurs les plus chers »,
Ah, vous pouvez vous servir, hein. Il y en a, c'est jamais en rupture de stock. La population, elle veut des baisses de prix, elle veut du pouvoir d'achat. Et ce pouvoir d'achat, maintenant, il circule par la baisse des prix. Concrètement, on est dans un monde qui est en train de retrouver le mode d'organisation du 19e siècle. Je rappelle qu'au 19e siècle, les prix ont baissé de 25%, alors qu'entre 1815 et 1915, avec un taux moyen de croissance en France, il était entre 1,8 et 2% de croissance du PIB par tête. Et puis, au XXe siècle, les prix ont été multipliés par 1500, entre 1915 et 2015. 1500, je ne vais pas vous demander quel pourcentage ça fait, parce qu'on ne comprend pas comment on peut calculer un pourcentage avec une telle évolution. C'est 1500 fois le truc, c'est plus un pourcentage, c'est un multiplicateur. Et donc ce 1500, est-ce qu'il y a eu plus de croissance au XXe siècle? Il y en a eu plus, mais pas par tête, parce qu'il y a eu plus d'habitants. Mais la croissance par tête a été à peu près la même qu'au XIXe siècle. Et donc, l'inflation n'est pas un outil, l'inflation est une nostalgie, et une nostalgie d'une société qui est une société de monopole. Cette société de monopole est en train d'exploser parce que la société dans laquelle on vit est une société où il y aura de moins en moins de salariés, où il y aura de moins en moins de capacité à agir sur des grands paramètres, parce qu'il y aura de plus en plus de décisions ubérisées et de décisions déterminées au niveau local de chaque individu. Alors, mon troisième point, c'est à partir de ce moment-là, à quoi sert la Banque centrale? Et c'est le relais vers le troisième intervenant, parce que si j'ai bien compris ses écrits, elle pense qu'il faut la supprimer, la Banque centrale, et bien moi aussi. Mais je vais lui laisser le soin d'argumenter. Je vais lui laisser le soin d'argumenter, parce que je ne veux pas lui voler son fonds de commerce. Je suis pour la concurrence, et pas pour le monopole, mais la concurrence loyale. Et donc, à quoi sert la Banque centrale? Mais écoutez, franchement, elle ne sert plus à rien. Concrètement, vous vous disiez que j'étais sur une émission régulièrement à BFM Business. L'autre jour, il y avait un chef d'entreprise, un garçon qui comprenait bien ce qui se passait et tout ça, et il expliquait qu'il avait une entreprise à Argenteuil, et il est allé voir le CIC d'Argenteuil, ce qui n'est pas une critique du CIC d'Argenteuil, il lui a demandé un prêt, et il a commencé à discuter avec le gars du guichet sur le quantitative easing. Vous imaginez ce que c'est le gars qui traite votre dossier au CIC d'Argenteuil sur le quantitative easing? Le mec, il n'y comprend rien, il s'en fout. La seule chose qu'il sait, c'est qu'on a complètement corseté les banques avec des règles prudentielles de plus en plus démentes. Désormais, on va leur exiger d'avoir un chien méchant à l'entrée pour être sûr qu'ils ne recevront pas de clients. Et donc, les banques ne peuvent plus prêter. Donc la Banque centrale, effectivement, elle peut s'agiter, elle peut atteindre 80% du PIB comme au Japon, comme l'a rappelé Patrick, elle peut atteindre 30% du PIB. Les banques en face, elles, c'est pas ça qui les intéresse. Les banques en face, c'est de savoir quelle va être la condition, parce que c'est elles qui créent la monnaie de base, c'est elles qui créent la monnaie dans leur action de crédit, quelle va être la relation qu'elles vont pouvoir nouer avec leurs clients. Or, on est dans un système au nom de règles prudentielles qui est en train d'étouffer complètement cette capacité à générer du crédit. On est dans un système où les banques sont d'autant plus prudentes qu'elles ont compris que la sanction, l'erreur, le mécanisme ne sera pas corrigé par de l'inflation, c'est-à-dire quelqu'un qui va être capable de gagner de l'argent en gagnant assez peu d'argent formellement parce qu'il ne pourra pas augmenter considérablement ses prix. L'erreur ne pourra pas se solder par une augmentation des prix. Et donc on est dans une situation où les banques n'ont plus qu'une fonction maintenant, celle de raquette de leurs déposants. Donc si vous allez voir une banque, dès que vous rentrez, pour le simple fait de passer la porte, il faut payer 2 €. Pour regarder quels sont leurs tarifs, de nouveau 2 €. Pour obtenir une carte bleue, 50 €. Pour obtenir un sourire du guichetier, 25 €. Et donc la banque, complètement étouffée, parce que les banques centrales ne servent à rien, la banque est devenue une espèce de coffre-fort, qui est un coffre-fort dans l'incapacité de faire sa mission, parce qu'il est corseté par les règles prudentielles. Et donc je dis, pour moi, la Banque centrale maintenant, effectivement, et là je rejoins Patrick Artus, c'était un excellent outil pour lutter contre l'inflation. Il n'y a plus d'inflation. La société ne générera pas d'inflation. L'inflation, elle était générée par des monopoles et une structure salariale plus ou moins contrôlée par des monopoles syndicaux. Les monopoles explosent et les salariés explosent à cause de l'ubérisation. Donc allons jusqu'au bout. Supprimons la Banque centrale. Je vous donne la parole pour achever la Banque centrale. Eh bien, merci pour cette transition. Donc, effectivement, voilà. Étant la journée de la femme, je suis donc la dernière intervenante. Ça tombe sous le sens.
Et donc on ne me laisse pas non plus le choix de mon intervention, puisque maintenant je suis chargée de vous dire pourquoi il ne faut plus de banque centrale. Alors c'était... Voilà. Alors Bon, pas ça. il y en a plus de temps, alors on arrête. C'est pas ça du tout qu'elle voulait dire. Voilà. Donc il va falloir que je m'emploie à relever le défi qui est face à moi. Donc bon, je vais quand même essayer de faire une synthèse, parce que je suis comme à Sciences Po, donc un exercice de style qui va avec. Alors effectivement, je partage certains des points de vue qui ont été exposés ici. Alors quant à l'inefficacité de la Banque centrale, qui a été effectivement très, très clairement expliquée par Patrick Artus, clairement, effectivement, la politique monétaire est inefficace, mais ce ne serait pas pour les mêmes raisons que je soulignerais son inefficacité. Et effectivement, comme Jean-Marc Daniel l'a si brillamment expliqué, l'inflation n'est plus là et on n'en veut plus. Mais je dirais que ce n'est pas non plus pour cette raison qu'il ne faut pas de banque centrale. Voilà, je dirais que la Banque centrale, en fait, est une institution qui est née souvent en raison d'un État en fait qui avait besoin de financement et qui avait bien compris que pour faciliter son financement, c'était quand même bien mieux d'avoir une institution qui pouvait avoir la capacité de financer directement ses besoins. Donc très souvent en fait vous avez un lien qui s'est créé relativement incestueux entre la Banque centrale et l'État. Et c'est souvent comme ça que l'histoire des banques centrales est pour assurer en fait le financement, qui à l'époque, effectivement, le financement des États était soit par les impôts, mais comme on sait, il y a des limites aux impôts. Les Grecs ont bien éprouvé cette limite, on essaye encore aujourd'hui de savoir comment augmenter les impôts en Grèce. Et donc une façon effectivement de faciliter le financement de l'État, c'était d'avoir une banque, soit qui finançait par des lignes de crédit, soit qui achetait des titres de dette, et en fait ça nous rappelle comme quoi l'histoire se répète, puisque aujourd'hui, comme l'a souligné Patrick Artus, eh bien on est dans un système de quantitative easing qui en fait, on se retrouve dans une situation assez paradoxale où après avoir employé des décennies pour avoir des banques centrales indépendantes, donc là en allant plus au fond de la raison de l'indépendance, c'était davantage effectivement pour rompre le lien entre la politique de ce qu'on appelle de stop and go à l'époque, c'est-à-dire de vouloir relancer l'économie pour pouvoir avoir un bilan présentable lors des élections. Et puis ensuite, effectivement, ça générait de l'inflation, il fallait ralentir tout ça une fois que le gouvernement avait été élu. Et donc en fait, pour rompre ça, ce cycle en fait politique, donc effectivement, moi j'ai une approche beaucoup plus de cycle politique de la Banque centrale, eh bien l'idée forte de Milton Friedman, c'était de dire, eh bien on va le rompre en forçant, enfin en ayant cette indépendance, et lui en fait, je pense nourrissant un certain... il avait certains doutes sur la capacité de Banque centrale à juste être indépendante sur le papier. C'est pour ça qu'il avait milité pour établir une règle d'or. Et donc faire en sorte que la masse monétaire en fait suive la croissance donc par exemple du stock d'or. Voilà, ça c'était sa façon à lui de rendre la politique monétaire indépendante. Parce qu'effectivement, la politique monétaire, l'action de la Banque centrale, même si elle est inefficace, elle peut être perverse. Donc à nouveau, Patrick Artus a bien montré la perversité de la politique monétaire dans ses effets, en tout cas sur les marchés, en particulier sur le marché obligataire. Mais il ne faut pas oublier aussi une conséquence, et je pense que là aussi ça génère aujourd'hui beaucoup d'incertitudes en fait sur là où vont les banques centrales et leur action. C'est qu'en fait lorsqu'une politique monétaire, lorsque la Banque centrale a une action, eh bien cette action en fait a des effets pernicieux sur l'économie à travers la distorsion des prix. Et ça, ce sont des effets qui ont été expliqués il y a fort longtemps, qui ont été assez peu repris quand même dans la macroéconomie moderne, parce que en fait ils sont difficilement modélisables, et comme en économie on ne fait que modéliser, et bien forcément on a botté en touche ce qui semblait compliqué à modéliser. Et c'est notamment les effets Cantillon. Les effets Cantillon et ce qu'on appelle tout ce qui est la théorie du malinvestment, où en fait lorsque vous avez déjà lorsqu'il y a une action de la part de la Banque centrale, ce sont les premiers en fait à recevoir, les plus proches en fait de cette injection monétaire, qui vont être les gagnants entre guillemets
de l'action de la Banque centrale. Contrairement à Patrick Pertus, je ne dirais pas que c'est un jeu à somme nulle, justement, si on part de ce principe des effets de quantité et du malinvestment, puisqu'en fait, ce sont les premiers qui bénéficient du financement qui vont en profiter, c'est-à-dire qui vont pouvoir financer des projets. Mais les projets eux-mêmes sont sélectionnés sur la base de calculs qui prennent en compte les taux d'intérêt du marché. Et si ces taux d'intérêt du marché sont faussés par la Banque centrale, et Dieu sait si la quantitative easing a vraiment eu une action forte à ce niveau-là, puisque a priori la Banque centrale a une action sur les actions du taux d'intérêt court. Or, avec le quantitative easing, on est allé jusqu'à influencer toute la courbe des taux. Donc ça veut dire que quand vous êtes, vous, en train de faire votre sélection de projet, de calculer votre business plan, eh bien les taux d'intérêt que vous allez utiliser sont liés donc à ceux qui sont sur le marché, influencés, qui sont directement le pendant de l'action de la Banque centrale. Donc forcément, quand vous allez sélectionner vos projets, eh bien vous allez prendre des décisions d'investissement qui vont conduire ces projets à leur mise en œuvre, alors qu'en fait, s'il n'y avait pas eu l'action de la Banque centrale, eh bien ces projets n'auraient pas eu lieu. Voilà. Alors évidemment, la grande question, c'est quand est-ce que le système s'arrête, c'est-à-dire quand est-ce qu'effectivement on arrive à la fin du cycle. Et là, c'est effectivement quand on prend la théorie autrichienne du cycle qui a été saluée par... on se rappelle que c'était Hayek qui avait eu le prix Nobel pour cet essai économique qui est assez ancien par rapport à la date de son prix Nobel, puisqu'il l'a eu en 1974 alors qu'il l'a écrit dans les années 30. C'était de dire, lorsque vous modifiez les taux d'intérêt, comme les taux d'intérêt c'est une préférence temporelle pour le temps, et bien si vous les modifiez par l'action de la Banque centrale, vous avez un découplage entre en fait les préférences temporelles et ce qui se passe dans l'économie. En gros, si vous voulez de la croissance et de la productivité, il faut mettre en œuvre des projets d'investissement, c'est-à-dire un détournement du cycle, un allongement de la production. Ce qui veut dire que, a priori, c'est parce que les gens ont épargné pour pouvoir financer en fait, cet allongement de la structure de production. Or, si le taux d'intérêt en fait, est le résultat de la manipulation monétaire, il ne représente pas du tout un accroissement de l'épargne, et donc l'allongement de la structure de production ne peut pas être finançable jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a donc crise lorsque en fait, on arrive à la fin, puisqu'il n'y a pas assez de financement pour financer ce qu'on pensait finançable. En gros, vos projets d'investissement que vous avez entrepris, eh bien, ils se retrouvent à plus être rentables à un moment donné. Alors le problème, c'est qu'on a remis tellement de couches en termes de quantitative easing aujourd'hui, et puis on n'est pas tout seul, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un système où on est plein de banques centrales à avoir fait pareil. Comme en plus on a des flux mondialisés, eh bien effectivement, on se demande là où va être la fin du cycle. C'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il y a des effets pernicieux, on n'arrive pas toujours à les repérer. Alors aux États-Unis, on parle beaucoup effectivement de tout ce qui est gaz de schiste comme étant un des secteurs qui aurait peut-être été le secteur où il y aurait eu un surinvestissement de financement. Et on ne sait pas toujours si effectivement ça a été raisonnable ou pas. Mais en gros, c'est vrai qu'on peut être relativement perdu, puisque si c'est ça l'action de la Banque centrale, elle est effectivement difficilement traçable. On ajoute une couche en fait dans notre système monétaire actuel, c'est qu'en fait avant, sans doute que l'inflation était plus facile à voir. Bon, déjà parce qu'il y a des raisons structurelles comme l'a mentionné Jean-Marc Daniel, effectivement on n'a plus la même économie qu'avant. Mais également, on a donc des pressions à la baisse des prix. Mais il y a deux facteurs supplémentaires à bien prendre en compte. C'est qu'il faut savoir que le quantitative easing a eu lieu à un moment où on était dans une bulle qui explosait, qui aurait donc dû conduire à une forte diminution des prix. Or, elle n'a pas eu lieu. Donc le fait, je dirais, que les prix n'augmentent pas, c'est aussi une inflation négative. C'est-à-dire qu'effectivement, comme les prix auraient dû baisser, ils n'ont pas baissé, donc du coup, ça stagne. Plus on rajoute ce qui a été expliqué par Jean-Marc Daniel, on comprend qu'effectivement la dynamique sur les prix, elle est relativement... on peut pas avoir une inflation qui augmente, on peut avoir des prix qui soient relativement stables, voire qui baissent. Et le deuxième élément effectivement qui peut perturber les marqueurs habituels au niveau de l'inflation, c'est qu'avant, dans les systèmes, en tout cas jusqu'aux années 70, on avait un garde-fou au niveau de la surémission monétaire. C'était l'existence d'un système étalon-or qui, même s'il était plus ou moins efficace, parce que dans ces dernières décennies il était quand même assez peu efficace, n'empêche que c'était un étalon. Or cet étalon a disparu.
avec la fin de Bretton Woods, ce qui veut dire qu'effectivement, techniquement, et on se demandait si un jour ça allait arriver, eh bien, les banques centrales peuvent créer de façon illimitée de la monnaie, puisque, comme l'a si bien expliqué Patrick Artus, tant qu'il y a des dettes à acheter par la Banque centrale et des dettes d'État, et Dieu sait si les États sont contents de pouvoir placer leurs dettes, eh bien on peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Et comme elles le font toutes de concert, ben, il n'y a pas de... tous les prêts augmentent en même temps. Donc effectivement, il n'y a pas d'inflation, puisque voilà, tout le monde fait la même chose au même moment. Et c'est bien ça le problème, c'est que du coup, quand est-ce qu'on va arrêter la partie? Je ne sais pas. Je pense que voilà, il y a toujours quelqu'un qui dit que la partie va bientôt se terminer, que ça va être terrible, mais honnêtement, je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire que je sais, parce que j'en sais rien du tout. Mais par contre, effectivement, il y a des raisons d'être perdu dans ce nouveau système, et il y a des raisons pour la Banque centrale, pour les banques centrales, de ne pas vouloir rompre ce système, puisqu'en fait, elles n'ont aucune idée des conséquences que ça aura dans le futur, vu l'énormité de leur action jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez des réactions? On a une convergence des constats, mais une divergence dans les réponses apportées. Est-ce que vous avez des réactions à vos interventions des uns et des autres? Non, je suis un peu surpris de la convergence, mais non, je crois qu'on a tous dit la même chose, hein, qui était, en gros, si je synthétise, pour des raisons structurelles, on a des économies aujourd'hui qui sont beaucoup moins inflationnistes que dans le passé, ou même on peut même envisager que l'inflation est quelque chose qui... Alors je ne parle pas des pays émergents, hein, il y a 11% d'inflation au Brésil et 15% en Russie. Là on est toujours dans des économies avec des raretés, enfin de type ancien. Et dans les pays de l'OCDE, on peut penser qu'on va vers des économies extrêmement peu inflationnistes. Et donc la question, évidemment, c'est de dire, en plus c'est une forme, c'est assez intéressant, je crois que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Marc, les banques centrales poussent aux réformes structurelles. Les réformes structurelles, c'est-à-dire mettre de la concurrence. Donc c'est une forme de suicide des banques centrales, parce que finalement, elles disent qu'il faut mettre de la concurrence, et s'il y a vraiment de la concurrence, il n'y a plus d'inflation, donc on doit... Alors après, je pense que le vrai débat, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus de banque centrale, parce qu'à un certain moment, il y a quand même une fonction qui reste à assurer dans l'économie, c'est la fonction de contrôler la quantité de liquidité en circulation. C'est pour ça qu'on a créé les banques centrales, et pas pour contrôler l'inflation. La liquidité en circulation, on n'est plus dans le monde de l'étalon or, donc c'est pas la production d'or qui la détermine, donc il faut que quelqu'un détermine la quantité de liquidité en circulation. Et ça, c'est un mandat extrêmement naturel pour une banque centrale. Une banque centrale indépendante dise, voilà, la quantité de monnaie, ni trop faible pour ne pas faire une situation de contraction de l'activité, ni trop élevée pour ne pas entraîner des essors financiers et de l'instabilité financière. Donc il me semble que, et dans toutes les propositions sur les nouveaux objectifs des banques centrales, quand on dit stabilité financière, c'est bien la même idée. C'est-à-dire que finalement, il va falloir que quelqu'un, à un certain moment, ait cette fonction de donner une quantité de monnaie normale et suffisante pour assurer la croissance, mais pas excessif pour ne pas créer d'instabilité financière. C'était d'ailleurs, si vous y réfléchissez, le rôle du FMI au moment de sa création, et que le FMI a quand même été créé pour on a eu les DTS, etc., pour essayer de gérer la quantité de liquidité mondiale. Plus personne aujourd'hui ne joue ce rôle, puisque la liquidité n'est plus perçue comme étant un facteur qui permet de la croissance, c'est perçu comme étant un instrument qui permet d'agir sur l'économie par des politiques d'achat d'actifs financiers. Donc il y a un dévoiement complet de la surveillance de la liquidité par les banques centrales. Donc je ne sais pas si c'est une notion de compromis que mes deux camarades accepteraient, mais l'idée qu'il faudrait... Alors je ne sais pas si c'est la règle de Friedman, etc., parce que c'est une espèce de comportement raisonnable de fourniture de liquidité à l'économie. Oui, non, je peux réagir à ça. Je pense qu'effectivement, puis après on va donner la parole à la salle, mais je pense effectivement l'inflation ayant disparu, le véritable enjeu, c'est que la création de monnaie se fait par le crédit. C'est-à-dire que le véritable enjeu pour qu'il n'y ait pas de monnaie qui apparaisse, qu'il n'y ait pas de mauvaise monnaie qui se mette en circulation, il faut que les banques prêtent sur la base de projets qui sont des projets qui vont déboucher sur de la création de richesse. Le véritable enjeu, c'est est-ce que le bon outil pour faire en sorte que les banques soient responsables dans leur mécanisme de création de monnaie, c'est la banque centrale. Or,
Alors, à la fois sur un plan philosophique, j'ai du mal à accepter l'idée que ce soit un monopole qui soit le régulateur ultime de l'activité d'une économie qui est de plus en plus concurrentielle. Et en plus, sur le plan pratique, je pense que le marché monétaire est fait pour ça. C'est-à-dire que quand on est en situation de déséquilibre sur le marché monétaire, c'est que quelque part, on a beaucoup plus prêté que ses homologues, que les autres banques. Et donc, si on est en situation de déséquilibre, c'est qu'on s'est distingué par rapport à un comportement qui est un comportement que l'instinct naturel de l'ensemble des banques devrait considérer comme étant le comportement le plus responsable. Et donc, je pense que le bon régulateur d'une activité bancaire et de création de monnaie, c'est la généralisation d'une véritable concurrence entre les banques. C'est-à-dire, ce qui me dérange dans ce qui se passe en ce moment, c'est que les crises financières deviennent assez systématiquement des crises de connivence absolue. C'est-à-dire que dans les crises financières, vous avez le too big to fail, vous avez... enfin, on le voit bien, c'est-à-dire que le mécanisme, il y a quelqu'un qui va essayer d'éviter que tout ne s'effondre, et donc le véritable enjeu de plus en plus d'acteurs économiques, notamment des banques, c'est de dire il faut que je représente un tel risque sur le plan systémique pour qu'à un moment donné, si jamais j'ai fait des bêtises, il y ait quelqu'un qui vienne me sauver. Et donc je pense que la bonne réponse, c'est moins de maintenir ce système de connivence, d'organisation, de rencontres régulières entre le banquier central qui va être l'assureur ultime et puis quelques grandes banques, et de plus en plus organiser l'explosion du système avec une multiplication de banques par la concurrence. Et là aussi, ce qui se passe, ce que je trouve intéressant, c'est que le crowdfunding, il y a une espèce de contournement organisé spontanément par la population grâce aux nouvelles technologies de tous ces systèmes de connivence. Et donc, il va y avoir un moment où il va falloir normaliser tout ça. Alors après, pour conclure là-dessus, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on passe du système actuel à quel moment il y a quelqu'un qui dit bon, mais on ferme à Francfort, on ferme la réserve fédérale et tout ça. Et donc cette phase de transition, à mon avis, il faut commencer à l'imaginer. Le véritable enjeu maintenant, c'est de se dire après tout, est-ce que c'est pas ça la solution? Et est-ce que la montée en puissance de l'organisation de plus en plus décentralisée, concurrentielle, de la circulation de l'épargne et de la création de monnaie ne nous incite pas à nous dire bon, mais il va falloir trouver la solution? Je suis assez d'accord pour dire on n'a pas la solution, mais on va être obligé de la trouver. En tout cas, un système qui repose en permanence sur le too big to fail, la fuite en avant, et si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé, ce système-là ne peut pas être pérenne. Oui, mais Jean-Marc, on peut avoir de très grands doutes sur ton modèle quand même. Je dirais que c'est une ambiance, on est dans un enceinte, normalement, on doit défendre des positions libérales, mais les banques ont prouvé leur incapacité à s'autoréguler. Non, mais l'autorégulation des banques, c'est on laisse tomber, on laisse en faillite. Non, mais c'est le cas. Aujourd'hui, on a le bail-in, donc normalement, il y a quand même des améliorations assez fortes. Oui, je suis d'accord, il y a des améliorations. Le problème, c'est que tu as quand même l'impression que sans doute tu ne seras pas d'accord avec ça, mais que les expériences récentes, où on a, récentes, pas aussi récentes que ça, où on a laissé le secteur bancaire créer de la monnaie simplement en pensant qu'il allait s'autoréguler, c'est-à-dire sélectionner les projets rentables et pas faire les autres, ce truc n'a jamais marché. D'où l'idée, ce qui est assez intéressant, c'est la votation qu'il y a aujourd'hui en Suisse et qui risque de passer, qui est juste l'inverse, qui dit que les taux de réserve obligatoire doivent être de 100%, ce qui fait que la totalité de la monnaie créée par les banques est en fait de la monnaie de banque centrale, qui est la seule institution qui a le droit de créer de la monnaie. Et cette votation, elle risque de passer en Suisse et dans d'autres pays après. Donc au contraire, aujourd'hui, la tendance, c'est de dire le secteur financier privé a fabriqué des bulles, a prêté à des gens qui n'étaient absolument pas capables de rembourser, a fabriqué des crises de surendettement. Donc il faut une institution sérieuse et indépendante qui est un levier d'action sur les banques, et donc c'est bien l'idée d'avoir de la base monétaire. Donc le truc, tu supprimes la base monétaire. Je pense que la suppression de la base monétaire est un truc extraordinairement dangereux. Oui, juste encore une fois une remarque, et puis on va vous donner la parole. Juste une remarque par rapport à ça, je voudrais simplement... C'est-à-dire que les systèmes n'ont pas marché précédemment. Pourquoi, à mon avis? Parce que le grand personnage qui est rentré dans le système maintenant, c'est le consommateur et c'est le client de la banque. C'est-à-dire, au 19e siècle, par exemple, on met souvent en avant le fait qu'aux États-Unis, il y avait des banques, il n'y avait pas de banque centrale, et il y avait un drame, et puis ça explosait. Mais la société était très peu bancarisée. Maintenant, la société est énormément bancarisée, ce qui veut dire que chaque banque est sous les yeux non seulement de ses concurrentes, mais elle est sous les yeux de ses clients. Et je pense que le client est en train de prendre conscience que de toute façon, il va être de plus en plus impliqué dans la gestion de la banque et de plus en plus appelé à regarder ce que fait la banque. Pour moi, il y a un avant et un après Chypre. Avant Chypre, on considérait, bon, le client, de toute façon, là aussi, le déposant, il faut le préserver. Bon.
à Chypre, on a dit, écoutez, le déposant, il est responsable de ce qu'a fait la banque. Il aurait dû regarder à qui il confiait ses fonds. Et donc, c'est vers ça que va aussi la logique de l'union bancaire. Et donc, le banquier, il va être obligé d'être responsable, non pas parce qu'il n'aura pas de la base monétaire, mais parce qu'à un moment, il n'aura plus de dépôt, parce que les gens se sont tirés. Enfin, tu ignores l'invraisemblable asymétrie d'information. Ah, mais oui, ça suppose qu'il y ait beaucoup de formation. Ouais, tu vois. Tranché. Bon, puisque ça revient à moi, je dirais que voilà, c'est plus compliqué que ça, enfin ou plus simple que ça en fait, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas laissé les banques être responsables. Voilà, donc je sais que je dis un truc absolument incroyable, dire que les banquiers peuvent être responsables, mais si, parce que justement, on est dans un système où les banques ne sont pas responsables, puisqu'avec le too big to fail et tout ça, en fait, il n'y a pas de responsabilité. Et le too big to fail pousse les banques à chaque crise, de toute façon, à devenir, comme vous l'avez dit, plus grosses, puisque comme ça, elles sont too big to fail. Je signale d'ailleurs qu'il y a eu un brillant réquisitoire d'un membre honoré de la Fédérale Réserve de Cleveland qui allait dans ce sens-là, qui a dit effectivement, en fait, je suis de plus en plus dubitatif sur les nouvelles règles et notamment le bail-in, en me disant que, en fait, j'ai travaillé pendant des mois qui a précédé la crise de 2007, à savoir ce qu'allait pouvoir provoquer la crise, en fait, la déstabilisation du système, et on avait tout prévu sauf ce qui est arrivé. Donc à cause de ça, je suis maintenant aujourd'hui très emprunt, je suis très humble et je me questionne beaucoup, et j'en suis arrivée à l'idée que le gros problème, c'est effectivement cette espèce de cercle vicieux où j'ai une banque centrale, donc j'ai des banques qui prennent des décisions qui du coup sont des décisions influencées par la Banque centrale, parce qu'elles sont influencées par la Banque centrale, justement, comme j'ai essayé de le montrer. Quand elles font des choix aussi de prêt, c'est influencé par la Banque centrale, puisque tous les calculs sont influencés par ces décisions de taux. Et donc, en fait, il faut rompre le système. Mais effectivement, la vertu de la théorie de la banque libre, où on enlève la Banque centrale, alors non pas par idéologie, mais parce que c'était la façon dont sont nés beaucoup de systèmes bancaires à l'origine, c'était justement de mettre la responsabilité sur les banquiers. Et donc, on n'a pas cet effet de masse, en fait, quand on est sur des banques qui créent leur propre monnaie, qui sont en concurrence, on évite d'avoir un système qui est influencé par les mêmes robinets. En fait, il n'y a plus de robinet central. Donc forcément, ça ne peut pas avoir autant d'impact sur tout le reste de l'économie. Et c'est comme ça que naît la responsabilité, en fait, des banques. Je ne dis pas que j'ai résolu la transition, mais je dis que la réflexion, elle s'oriente par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, une banque centrale, son effet pervers, c'est qu'elle influence en fait toutes les décisions et elle crée en fait une uniformisation des décisions des banques. En fait, elles font toutes la même chose en même temps et elles ont les mêmes portefeuilles. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien ça ne va pas tous en même temps.